On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Comme je vous l'ai évoqué, ce webinaire est enregistré, sera donc disponible en replay. Merci de bien vouloir désactiver vos micros et caméras tout au long de ce webinaire. Ce webinaire sur l'IA générative et la propriété intellectuelle s'inscrit dans le cadre du dispositif Dynamo, un dispositif européen qui a pour objectif d'accompagner les entreprises et les collectivités du territoire dans leur transformation numérique. Ce dispositif est coporté par deux pôles de compétitivité, le pôle TES et NextMove, un pôle de compétitivité en mobilité, d'où notre spécialisation en mobilité connectée, sûre et durable. Ce dispositif fédère 15 acteurs au total du territoire qui ont chacun leur spécificité et qui permet donc d'accompagner toute typologie d'entreprise quel que soit leur niveau de maturité numérique. On peut retrouver notamment NWX qui est partenaire sur ce webinaire. Dynamo bénéficie d'un financement de la Commission européenne et de la région Normandie qui nous permet de proposer des services avec un reste à charge pour les structures moindres. On a au total donc à peu près 70 services qui se regroupent donc dans 6 catégories. La partie sensibilisation et acculturation. Donc on va retrouver tous les ateliers d'acculturation en lien avec le numérique, notamment comme aujourd'hui en format webinaire, et puis aussi des ateliers sur des technologies 4.0 par exemple. On accompagne également les entreprises et collectivités dans leur stratégie de développement numérique, notamment grâce à des diagnostics de maturité numérique qui permettent d'identifier euh, les besoins des structures et les actions prioritaires à mettre en place. On propose également des diagnostics en cybersécurité ainsi que des activités en cybersécurité qui sont proposées par NAE. On a tout un volet soutien aux projets de R&D et aux expérimentations. Donc là, c'est notre rôle en tant que pôle de compétitivité, pôle TES, qui donc accompagne les structures, les entreprises dans le montage de projets R&D et dans la recherche de financement tout particulièrement. On a un volet accompagnement business avec Normandie Incubation qui aide à la création et à la croissance des entreprises, notamment via un parcours de formation. Et puis, on a un volet formation sur les technologies IA, cyber et HPC, car Dynamo a bien évidemment comme objectif de favoriser l'appropriation des nouvelles technologies et l'innovation des entreprises. Et puis, pour finir, le volet financement qui n'est pas des moindres, avec la partie financement public et privé. Donc, on accompagne les entreprises dans la levée de fonds privés notamment. Et dans le montage aussi de projets collaboratifs pour la recherche de financement public. On peut les accompagner. On peut accompagner aussi les entreprises et les labos de recherche sur cet axe. Voilà pour la petite présentation Dynamo. Je vais ensuite laisser la parole à Michael Le Borloche, donc avocat en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui et de nous partager toutes ses connaissances sur le sujet. Michael. Bonjour, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire comment est-ce que je partage, voilà, vous voyez déjà mon écran, comment est-ce que je partage le PowerPoint? Je ne suis pas très habitué de Teams, je suis plus sur Zoom. Pour l'instant, on ne voit pas ton partage d'écran. Ouais, mais justement, en fait, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce que je m'y prends? Parce que je ne suis pas habitué du tout de... C'est en haut, directement en haut à droite. Il y a écrit partage, normalement. Mais tu peux choisir écran ou fenêtre. Ou est-ce que c'est pas plus simple, en fait, si
tu partages depuis ton ordinateur, et puis, parce que là, j'ai peur de perdre un petit peu de temps. Et, puis je te demanderai éventuellement de passer les slides. Est-ce que ça te dérange de faire comme ça? Non, c'est possible. Après, moi, je ne fais pas les vidéos enfin, les vidéos ne fonctionnent pas. Comme je vais pouvoir partager. Hop. Je pense que c'est... Hop, OK. Je partage mon écran, on va faire comme ça. Est-ce que là, c'est bon, là? Est-ce que du coup, là, vous arrivez à voir mon écran? Ah là, c'est tout bon. Oui, par contre, on est sur la boîte mail. On voit la boîte mail, donc Ok, ok. Et là, il faut changer de fenêtre. Là, vous voyez pas là ma présence. Pardon, désolé, ça fait vraiment pas. Avec le changement d'ordinateur, là, je suis tout perdu. Vous voyez pas. Là, est-ce que tu vois pour mon écran? Alors oui, on voit ton écran, mais par contre, on n'a pas accès à la présentation. On ne voit pas la présentation, on voit juste la boîte mail. Là, est-ce que c'est bon? Non. Alors là, je ne comprends pas. Écoute, je vais arrêter le partage. Et Sinon, oui, OK. Je vais partager si ça te va. Est-ce que vous voyez bien? C'est tout bon. Michael, est-ce que tu vois bien mon écran? J'ai partagé la présentation normalement. Là, moi, je vois. Non, je vois juste ton personnage, je ne vois pas la présentation PowerPoint. Alors nous, on la voit par contre. Ah oui. Bon, sinon, on va faire en décalé, et puis de mon côté, et puis tu l'auras vu. Ouais. Ah oui. OK. Ok. Bah, je vais essayer de passer en même temps que Je pense que là, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Bon, désolé pour ce petit délai de latence. Donc, intelligence artificielle et droit, la thématique est large. On va juste se centrer en fait ce matin sur deux thématiques qui sont d'une part intelligence artificielle et droit d'auteur, et d'autre part intelligence artificielle et fake news, parce que j'y vois un lien tout simplement parce qu'on va parler de textes prononcés, on va parler d'images, on va également parler de vidéos, et toutes ces questions en fait vont impliquer du droit d'auteur d'une part, mais aussi du droit à l'image et des questions relatives éventuellement aux fake news. Alors, qu'est-ce que l'IA? Normalement, vous avez dû passer sur la deuxième slide. C'est bien ça? Oui, oui. Il n'y a pas de... C'est tout bon. Bon, je voulais vous présenter la personne que vous voyez en dessous, c'est Luc Julia, c'est notamment le père de Siri, c'est une des têtes pensantes de l'IA, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. D'ailleurs, il travaille majoritairement en Californie. Donc, il explique en fait une partie de l'histoire de l'IA que l'on peut faire remonter à la Deuxième Guerre mondiale et à la machine qui a décodé Enigma. Ce qu'il explique, c'est que dans les années 50, il y a eu une tentative de recréer une intelligence qui fonctionne comme les neurones, avec des calculs mathématiques un peu complexes, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas et qu'on ne pouvait pas modéliser l'intelligence. En fait, je pense que ce qu'il faut que l'on se demande, c'est déjà de base, pour déterminer s'il y a une intelligence artificielle d'une part, et s'il n'y en a pas, est-ce qu'on pourrait y arriver? C'est déjà, qu'est-ce que l'intelligence? Je ne suis pas sûr en fait, que si on faisait un sondage de toutes les personnes qui participent à la matinale, que l'on aurait une définition commune de l'intelligence. Est-ce que c'est une capacité à résoudre des problèmes compliqués mais lentement? Est-ce que c'est une capacité à résoudre rapidement? Est-ce que c'est l'intelligence émotive? Etc. etc. Déjà, là, à partir du moment où on n'arrive pas à définir quelque chose, c'est extrêmement compliqué de le reproduire. Voire, c'est impossible. Puis c'est l'éternelle question de savoir si on peut être sujet et objet d'une étude. En tout état de cause aujourd'hui, et sans aller plus loin, je pense qu'on pourra tous se mettre d'accord sur le fait que l'IA, ce n'est qu'une capacité de calcul, c'est une machine qui va, sur la base de données qu'on va lui renseigner, données qui sont communiquées par un être humain et donc qui sont quasiment par définition biaisées. Donc cette machine, à partir de ces données, va établir des probabilités d'atteindre la bonne réponse. Donc l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Peut-être pas, et en tout cas, avec Luc Julia, on pourrait arriver à dire que l'IA est tout sauf intelligente. Ça n'est qu'une capacité de calcul, ni plus ni moins. Alors,
La grande question en fait, qui va se poser, c'est de savoir est-ce que j'ai un droit d'auteur sur le code de l'IA, et on va voir en deux temps en matière de droit d'auteur, c'est est-ce que j'ai déjà un droit sur la machine que j'ai développée, d'une part, et d'autre part, est-ce que j'ai des droits sur ce que la machine a créé en moi. Alors, bon, l'IA n'est pas intelligente, donc on admettra, on en reparlera un peu plus tard, on pourra admettre que l'IA n'est pas sujet de droit et qu'aujourd'hui, en tout état de cause, une machine n'est pas sujet de droit. Elle serait éventuellement, on en reparlera, tout au plus objet de droit, mais en tout état de cause, je ne vais pas au tribunal défendre une machine ne saisit pas un tribunal. Alors, est-ce que je vais avoir un droit sur la machine IA? Donc, comment est-ce qu'elle est composée? On vient de le voir, il y a une partie algorithmique et il y a une partie base de données. Alors, sur l'algorithme, le principe de base en droit d'auteur, et ça c'est extrêmement important, et j'ai beaucoup de clients qui tombent un peu des nues quand je leur explique, c'est que les idées ne sont pas protégées. C'est une question avant tout démocratique, on ne brille pas une idée. Je ne vois de toute façon pas véritablement comment est-ce qu'on pourrait empêcher une idée de circuler. Là, ce serait des questions de censure, c'est encore un autre sujet. Donc, l'idée qui consiste à dire je crée un algorithme qui me permet, à partir de certaines données, de créer des images, de créer du texte, de créer ce que vous voulez, cette idée-là, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Donc, OpenAI, par exemple, n'a pas de droit d'auteur sur l'idée de ChatGPT, de tout ce qu'ils ont pu créer. Ensuite, au sein de cet algorithme, il y a certaines choses qu'on va pouvoir protéger, parce que ce que le droit d'auteur vient protéger, ce n'est pas une idée, mais c'est une forme d'expression originale. C'est-à-dire que la façon dont je vais paramétrer mon algorithme, la façon dont je vais le coder, peut éventuellement être protégée par le droit d'auteur. Alors, qu'est-ce que c'est en fait l'originalité? Par principe, l'originalité, en droit français, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est très romantique comme approche, mais qu'est-ce que c'est en fait? On va essayer de simplifier pour ce matin. C'est toute forme qui n'est pas imposée par la technique. Donc, si je ramène aux algorithmes, alors je pourrais passer beaucoup plus de temps à parler de l'originalité, mais ça va nous suffire pour ce matin. Donc, pour un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est au sein d'un langage algorithmique. Ce sont les choix que je vais faire. C'est-à-dire, pour arriver à un certain objectif, est-ce que j'ai plusieurs façons de coder au sein de mon langage? Et là, la réponse est assez binaire. Soit je n'ai pas d'autre façon de coder, et auquel cas, je n'ai pas de droit d'auteur, parce qu'il y a une confusion, et ça en droit américain, ils ont pas mal théorisé. Il y a une confusion entre l'idée et la façon de m'exprimer. Je ne peux pas exprimer une idée d'une autre façon que la façon dont je l'ai faite. Dans ce cas-là, pas de droit d'auteur. Si en revanche, j'avais des choix différents entre plusieurs façons de coder mon algorithme, ben dans cette hypothèse-là, je vais avoir un droit, mais pas sur l'intégralité de l'algorithme, mais sur la partie d'algorithme qui aurait pu être codée de façon différente. Donc, ce qui veut aussi dire qu'un concurrent qui viendrait ouvrir le capot, regarder comment marche mon IA et comprend comment fonctionnent les algorithmes et recode les parties d'algorithmes qui étaient originales, je ne pourrais rien faire contre lui. En tout cas, en matière de droit d'auteur, je ne peux strictement rien faire. La bonne à tout faire en matière de propriété intellectuelle, et ce n'est pas de la propriété intellectuelle, mais l'argument qu'on va chercher quand on n'a pas de droit d'auteur, donc pas de droit de propriété intellectuelle, c'est la concurrence déloyale. Mais on va venir l'appliquer quand le concurrent s'est placé dans notre sillage, premier critère, et qu'il n'a pas déboursé un centime, second critère. Il s'est placé dans notre sillage en ouvrant le capot, en regardant ce que l'on a fait, ça je l'entends. Par contre, pour recoder, il aura forcément engagé des frais, donc il ne s'est pas placé dans notre sillage sans débourser un centime. Par conséquent, il n'y aura même pas de concurrence déloyale. Donc, le code, la partie algorithmique, par principe pas protégée, et s'il y a une protection, de toute façon, elle est relativement minime parce qu'elle va porter sur des bouts de code, et c'est au propriétaire du code d'apporter la preuve que son code est original. Donc, ce qui veut aussi dire que les enjeux souvent en matière d'IA sont assez importants, donc on est prêt aussi à payer les experts qu'il faut. Et que si demain, il devait y avoir un contentieux sur l'existence d'un droit sur l'algorithme, il faudrait faire un premier procès pour obtenir une expertise et qu'un expert dise
disent oui, cette partie de code est originale, donc est protégée par le droit d'auteur. On perd bien 6 à 12 mois sur cette affaire-là, et une fois qu'on a le rapport d'expertise, il faut ressaisir au fond, et là on est reparti pour un an et demi. Vous voyez, en fait, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a très très peu de décisions en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'on a des délais de procédure qui sont extrêmement longs. Donc, algorithme, pas principal de protection, et des bouts peuvent être protégés. La deuxième partie qui va être, sur laquelle en fait on va éventuellement avoir une protection, c'est ce que je disais, c'est la base de données. Et là, on va avoir deux façons d'aborder le sujet. Soit, c'est peu probable, soit ma base de données est organisée de façon originale. Alors, l'organisation originale, je vous en parle, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit pertinent parce que la compréhension qu'on va avoir est assez restreinte. Je vous ai dit, l'originalité, c'est le fait de ne pas faire des choix imposés par la technique. Et pour une base de données, par la technique, j'entends de façon assez large, mais pour une base de données, l'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible de s'y retrouver. On va par exemple classer par ordre alphabétique. La base de données, l'exemple type, c'est un petit peu désuet aujourd'hui, mais c'est l'annuaire, classé par définition par ordre alphabétique. Donc si vous classez par ordre alphabétique, aucune originalité, pas de droit d'auteur. Si par hasard, vous voulez vous amuser et que vous faites des choix X ou Y qui ne sont pas protégés par la technique, dans ce cas-là, qui ne sont pas rendus obligatoires par la technique, dans ce cas-là, il y aura bien un droit d'auteur. Là où on va avoir beaucoup plus de protection, en tout cas de façon plus concrète, c'est le droit sui generis des bases de données. C'est ce qui est merveilleux en droit, c'est qu'on parle de nouvelles technologies mais avec des termes latins. Le droit sui generis, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, dans le sens où à peu près que l'Union européenne a reconnu ce droit, et c'est un droit qui veut octroyer non pas à l'auteur, mais au producteur d'une base de données qui prend le risque et qui fait les investissements. Donc, on n'est vraiment pas sur la conception romantique dont je vous parlais à l'instant. En fait, c'est un entrepreneur qui prend les risques et les investissements. Et ces risques et investissements doivent porter sur des efforts substantiels. Donc, vu que les directives sont négociées en anglais, il y a régulièrement des anglicismes. Mais en tout cas, des efforts substantiels, c'est-à-dire des efforts importants, qui soient humains, financiers ou matériels. Financier, c'est-à-dire que si vous mettez, on va dire à la louche, à partir du moment où vous mettez 10 000 € pour le développement de votre base de données, normalement, il n'y aura pas de souci, vous aurez bien effectué des efforts financiers substantiels. Les efforts humains, si vous passez plusieurs jours sur le développement d'une base de données, il y aura bien un effort humain substantiel. Bon, je pense que je vais m'arrêter là dans les exemples. Il faut quelque chose d'un petit peu important, et si tous ces critères sont remplis, bien, vous allez avoir un droit sur la base de données. Super. Je vais avoir un droit sur la base qui permet d'entraîner mon IA. Mon IA, c'est quand même là qu'il y a une grosse partie de la valeur ajoutée. Le problème, c'est que je ne peux pas interdire au tiers tout ce que je voudrais. C'est-à-dire que je ne peux pas interdire au tiers une extraction minimale. Là où je peux opposer mon monopole, c'est un tiers qui voudrait effectuer une extraction substantielle. On retrouve encore le même substantif. Je peux interdire une extraction substantielle d'une partie qualitativement ou quantitativement importante. Alors, le qualitativement, on va avoir extrêmement de mal, à mon sens, et en tout cas, je ne connais pas beaucoup de décisions sur ce sujet-là. Le qualitativement important, ça me semble assez subjectif, et j'ai peur que très souvent, entre une partie et l'autre, d'une part, et le juge, d'autre part, on ait trois interprétations différentes de ce qui est qualitativement substantiel. Il est évident que le propriétaire va trouver que beaucoup de données sont qualitativement substantielles. Ce n'est pas forcément le point de vue du défendeur, et c'est peut-être encore moins le point de vue du juge qui, pas par définition, mais dans la majorité des cas, n'a jamais mis les pieds dans le secteur privé, n'a jamais lancé une base de données, a toujours été dans la fonction publique et donc a une approche assez différente de cette vie de marché. Donc le qualitativement, compliqué à prouver. Le quantitativement, ça on peut arriver éventuellement à se mettre d'accord dessus. Le véritable sujet, à mon avis, c'est d'arriver à apporter la preuve, parce que le droit, c'est une chose, j'ai droit d'eux, mais tant que je n'ai pas la preuve, c'est comme si je n'avais pas de droit. Apporter la preuve certaine
que les données de ma base de données que je retrouve dans la seconde base de données ont été extraites depuis ma base de données et n'ont pas été extraites depuis d'autres sources, c'est pas toujours évident. Alors, à moins éventuellement de mettre des moyens techniques pour vous rendre compte que des tiers sont venus extraire des éléments sur votre base de données, là pourquoi pas. Mais sinon, le fait de trouver la même donnée dans deux bases de données différentes n'est pas forcément la preuve certaine que vous avez été victime d'une extraction substantielle. Donc, sur la base de données, je ne suis pas convaincu que vous ayez toujours énormément de protection. Là où, éventuellement, et je n'ai pas contrôlé, mais j'espère que ChatGPT l'a fait, là où vous pourriez avoir une protection, c'est si vous mettiez des mesures techniques qui doivent être efficaces, hein, mais des mesures techniques autour de votre base de données. Et dans ce cas-là, si quelqu'un arrive à contourner vos mesures techniques, là, vous avez une action contre cette personne. Mais au bout du bout, votre meilleure protection, plus que le droit, c'est une mesure technique. Parce qu'encore une fois, extraire le contenu d'une base de données, c'est pas forcément facile à prouver parce que les données peuvent se trouver dans deux bases de données parce qu'elles ont été extraites de différentes sources, voire même éventuellement des sources communes. Ça, c'est le premier point sur le contenu de la base de données. Et puis, en tout état de cause, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais le droit français se veut, en tout cas en matière de droit d'auteur, se veut assez romantique, mais bizarrement, dès qu'il y a de l'argent en jeu, et en tout cas dès qu'il y a des secteurs stratégiques d'un point de vue économique, eh ben, on va créer des exceptions ou des régimes particuliers. Et donc, le législateur, et je pense qu'il a été assez malin sur ce point, en tout cas en termes de développement de l'IA, le législateur a introduit des limites au monopole sur les bases de données, et c'est ce que l'on appelle l'exception de fouille de bases de données. Alors, certes, c'est un minimum encadré, certes, c'est principalement pour la recherche. Enfin, quand vous développez une IA, je crois en tout cas au stade de développement de l'IA, quasiment par définition, vous avez une première étape qui consiste à faire de la recherche et développement. Donc, si j'étais un avocat qui aime un peu prendre de risques et de faire des choses un petit peu rigolotes, je vous dirais, là, écoutez, si vous avez un projet de développement d'IA, vous avez votre groupe de société avec une société qui fait de la recherche et développement vraiment sur le fond, et une société donc, qui est quasiment à perte systématiquement, qui va faire ses travaux de fouille de base de données pour développer votre IA. Et puis une fois que vous avez développé votre outil, bon, bah, vous n'avez qu'à le réutiliser dans une deuxième société parce que vous avez pu bénéficier dans un premier temps de l'exception de recherche. Pas de souci là-dessus. Et l'entité qui va utiliser les résultats, ce n'est pas la même que la première qui a fait les fouilles de base de données. Donc, vous avez une exception qui semble être assez cadrée, mais qui, d'un point de vue, à mon avis, en tout cas pratique, et encore une fois, on n'a pas de décision dessus parce que les délais sont extrêmement longs, mais à mon sens, la façon dont les exceptions ont été taillées va permettre ce genre de montage avec, par exemple, deux sociétés, une de recherche, une de développement par la suite, qui, avec la première, vont chercher à développer une IA, la deuxième va l'exploiter et il n'y aura pas besoin de payer des droits d'auteur. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je pense que si l'objectif du législateur, je crois que c'était le cas, l'objectif du législateur français, c'était d'inciter à la création de bases de données pour l'IA, il a plutôt bien réussi. Et on a été peut-être même un petit peu plus malin que les Américains sur ce point. Pour une fois qu'on a été meilleur qu'en nouvelle techno, il faut le dire. Parce qu'à ma connaissance, ils ne l'ont pas fait. Et c'est ce qui a amené, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le New York Times, il y a maintenant 2-3 mois, a lancé une action pour contrefaçon de droits d'auteur. Parce que, n'ayant pas d'exception sur la fouille de données, le New York Times engage la responsabilité, je crois, d'OpenAI pour une reproduction, représentation, utilisation de ces articles, donc de ces contenus protégés. Et vu qu'ils ont un système d'exception qui fonctionne de façon un peu différente, mais très différente par rapport au nôtre, je ne suis pas sûr que les juges américains retiennent que OpenAI avait le droit d'utiliser le droit d'auteur du New York Times. Je pense que ça va être vraiment serré et j'attends avec impatience la décision. Mais en tout cas, de notre côté de l'Atlantique et spécifiquement au droit français, il n'y a pas véritablement de difficulté pour utiliser des œuvres pour la fouille de données. Donc, si je devais synthétiser tout ça, il n'y a pas de vide juridique. Il y a des choix du législateur, mais vous voyez, en fait, là, le droit apporte des réponses qui sont claires. Il y a des choix du législateur qui font qu'aujourd'hui,
On n'a pas énormément de droits sur le code, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour le coup. Et sur la base de données, on a des droits, on a par contre de véritables difficultés probatoires. Par contre, ce qui est nouveau, c'est cette exception de fouille qui fait que, bon an, mal an, vous avez quand même intérêt de bien cadrer techniquement votre base de données avant même d'ajouter votre vernis juridique pour vraiment avoir des droits. Alors, maintenant qu'on a vu les droits que l'on a sur l'outil d'intelligence artificielle, est-ce que j'ai des droits sur la création de ma création? En fait, la question, c'est est-ce que l'œuvre de mon œuvre est mon œuvre? Alors, je vais sauter tout de suite sur la slide suivante. Ces deux affaires, en fait, il y en a une celle de gauche, le selfie du singe, il y en a une pré-âge d'or de l'IA, et puis l'autre qui est beaucoup plus récente, et qui est en plein cœur de l'âge d'or de l'IA. Alors, pour comprendre en fait comment est-ce que l'on a pu réfléchir, et aussi surprenant que ce soit, le selfie du singe, c'est exactement le même raisonnement que pour l'œuvre théâtre d'opéra spatial qui a été créée par une IA. Ce que je vous propose, c'est de parler 2 minutes de littérature, parce que ça détend toujours de parler de littérature, et notamment de parler de Robinson. Et le mythe de Robinson, ça permet, je pense, de bien comprendre le champ d'application du droit. Quand Robinson est tout seul sur son île, est-ce qu'il y a du droit? Parce que même si Robinson rédige une constitution imposant des règles, est-ce que ces règles que Robinson s'impose à lui-même, est-ce que c'est du droit? Je pense qu'on peut assez légitimement considérer que ce n'est pas du droit, c'est tout au plus une morale qui se fixe à lui-même, mais ce n'est pas du droit. Le droit apparaît au moment où Vendredi arrive sur l'île. Alors c'est un droit qui est colonial, c'est un droit esclavagiste, c'est un droit assez monstrueux, mais peu importe, c'est du droit. Le droit était le support de l'esclavage, a été le support de la Shoah, etc. Enfin, le droit, on n'est pas forcément inégal entre le droit et la morale, malheureusement. Donc, il y a du droit à partir du moment où on a des relations interpersonnelles. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on ne protège pas une idée. Il n'y a pas de protection d'une idée en droit d'auteur et de manière générale, parce qu'une idée, vous l'avez tout seul, en fait. Il n'y a pas forcément, pas obligatoirement d'échange de cette idée. Une dictature, la Corée du Nord ne vient pas interdire une idée, elle vient interdire la circulation d'une idée. C'est vraiment la relation interpersonnelle qui nous intéresse. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pour parler du selfie du singe et de théâtre de l'opéra spatial. Dans l'affaire du selfie du singe, pour vous donner un peu de contexte, il y avait un journaliste qui est allé en Indonésie, qui fait son reportage, et juste avant ce selfie, il paramètre son appareil photo, donc, considère qu'à partir du moment, l'argument n'était pas stupide, à partir du moment où il paramètre, donc il fait des choix de luminosité, de largeur d'angle, etc. À partir du moment où il paramètre, c'est lui qui fait les choix originaux. Le singe prend l'appareil photo, appuie sur le bouton, clac, et il prend ce selfie que je trouve assez marrant. Et la question qui s'est posée au juge américain, c'est de savoir s'il y avait un droit d'auteur pour ce petit singe, parce que l'association PETA, qui est une association de défense des animaux aux États-Unis, avait saisi le tribunal en arguant que le singe avait, représenté par PETA, le singe avait un droit d'auteur sur sa photo. Alors, je vous passe la petite blagounette de l'audience, avec les juges qui font remarquer qu'on voit mal un singe saisir un tribunal, effectivement. Les juges, en fait, rappellent que le droit d'auteur ne s'applique, donc le copyright aux États-Unis, peu importe, le droit d'auteur ne s'applique qu'à une personne humaine. Et c'est ça, en fait, vraiment qui est important, c'est que toute création qui est faite, qui est le fruit du travail d'un animal, là, c'est un singe, mais il y a des éléphants qui vendent des œuvres, je crois notamment en Thaïlande, qui s'arrachent à des montants assez stratosphériques, en tout cas pour une œuvre créée par un éléphant. Il n'y a pas en fait un auteur qui va créer une œuvre pour un tiers, il n'y a aucune conception d'une relation interpersonnelle. Et en tout état de cause, un animal n'est pas sujet de droit, il est juste objet de droit. Donc un animal ne peut pas être réceptacle de droit d'auteur. Donc, on avait cette décision qui est en bout du compte plutôt bien tombée en 2018, quelques années avant que OpenAI, etc., se développe véritablement. On avait une position qui était très claire. Une œuvre, c'est une décision américaine, mais en France et en Europe, on aurait exactement le même raisonnement. Une œuvre créée par un animal n'est pas protégée par le droit d'auteur, il faut que ce soit créé par un être humain.
Donc, quelques temps plus tard, arrive l'intelligence artificielle et on a un concours aux États-Unis qui récompense les plus belles œuvres créées par une intelligence artificielle. Et voilà que gagne l'œuvre Théâtre d'opéra spatial, qui est évidemment qui est très belle, qui est très intéressante. Et aux États-Unis, je crois l'avantage qu'ils ont en matière de droit d'auteur, c'est qu'ils peuvent enregistrer leurs droits d'auteur auprès du Copyright Office. Donc, c'est un petit peu comme en Europe, on enregistre une marque. Là-bas, vous pouvez enregistrer votre droit d'auteur. Et là, l'énorme avantage, c'est que le Copyright Office va prendre position sur la question de savoir s'il y a un droit d'auteur sur l'œuvre, si l'œuvre est protégée, donc si elle est originale, et si elle a bien été créée par un être humain. Et c'est là, en fait, que la décision du Copyright Office est intéressante. C'est que le Copyright Office retient qu'à partir du moment où on a une création, une intervention plus que minimale d'une intelligence artificielle, il n'y a pas de droit d'auteur sur la création. Bon. Là, à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et en même temps, la messe est dite. Tout est dit à partir de là, c'est juste une confirmation. Si un animal n'est pas réceptacle de droit, évidemment qu'une machine n'est pas réceptacle de droit. Tout ça, c'est un peu cohérent. Et si vous aviez encore un doute, parce que vous dites oui, mais ça, c'est chez les Américains, ils font rien comme nous. On a eu, il y a maintenant 1 ou 2 mois, une décision du tribunal de Prague. Et soit dit en passant, les avocats étaient assez certains de la décision qui allait être rendue, mais ils voulaient simplement qu'il y ait une décision européenne qui statue sur la question. Et le tribunal de Prague a retenu exactement la même décision, en tout cas le même raisonnement que le Copyright Office dans l'affaire du théâtre d'opéra spatial, qui est la même affaire, le même raisonnement que l'affaire du selfie du singe. Donc, quand vous créez votre œuvre, il n'y a pas de droit sur votre œuvre. Est-ce que c'est si simple que ça? Vous savez, en droit, on aime bien tout complexifier. En fait, on a un gros problème, et ça, c'est une spécificité du droit français. Donc, si on traverse le Rhin, si on traverse les Alpes, ça pourrait être un petit peu différent. Mais on a cet article, j'ai quand même voulu vous le citer parce qu'il est relativement court. Et en fait, cet article, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il crée une présomption. C'est-à-dire une présomption, c'est une vérité judiciaire jusqu'à preuve du contraire. Et en l'occurrence, si vous divulguez une œuvre sous votre nom, eh ben, cette œuvre est présumée être la vôtre. En fait, le raisonnement qui va nous être proposé et qui est au bout du compte, qui commence déjà, alors c'est plus dans un cadre universitaire, mais c'est ce que les étudiants commencent à opposer à leur professeur, c'est ChatGPT qui a fait leur dissertation, et ils disent que c'est eux qui l'ont fait. Ce raisonnement, en fait, on l'a quasiment depuis le début du droit d'auteur, et on va parler de l'affaire Dumas, parce que c'est exactement, des affaires Dumas, parce que c'est exactement le même raisonnement que ce qui nous attend dans les mois et les années à venir. Donc Dumas, comme vous le savez, a rédigé une partie de ses ouvrages, mais pas tous. Il y a certains ouvrages pour lesquels il a délégué la rédaction à des prêts de plume. Il y a des gens qui ont écrit en son nom. Il a divulgué les ouvrages en son nom, donc il était bien présumé auteur des œuvres qui étaient divulguées. Bon, ce qui est un peu particulier dans l'affaire Dumas, c'est que, étant donné que c'était des personnes humaines, elles ont pu au bout d'un moment dire, mais en fait, c'est pas Dumas qui a créé, c'est moi, je veux les droits d'auteur sur les œuvres. Ça sera encore un autre sujet. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Si Dumas a pu divulguer sous son nom des œuvres créées par des personnes humaines, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer, et à mon sens c'est déjà le cas de la part notamment de certains étudiants, mais pas que, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer que demain, un texte rédigé par ChatGPT par exemple, est divulgué sous le nom d'une personne qui se présente comme étant autrice de l'œuvre, qu'une image qui serait créée par Midjourney, idem, on la présente comme étant l'œuvre créée par une personne. Et en fait, les conséquences sont quand même extrêmement importantes parce que, je l'ai dit, c'est une présomption. Donc, si je demande tout à l'heure à ChatGPT de créer un texte, à Midjourney de créer une image, et que je divulgue ces différentes créations sous mon nom, j'en suis présumé l'auteur, donc jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire que si demain, quelqu'un reproduit ou représente une de mes œuvres, le texte ou l'image, que je veux attaquer en contrefaçon, ben ça va être à la partie adverse, au défendeur, d'apporter la preuve que ce n'est pas moi qui ai créé les œuvres, mais c'est une intelligence artificielle, ou au moins qu'il y a une intervention plus que minimale d'une intelligence artificielle. Alors, les dernières fois que j'en ai parlé avec des techniciens de l'IA,
Ce qu'il m'expliquait, c'est qu'entre l'arrivée sur le marché de ChatGPT et environ plus 12 à 15 mois, certaines entreprises ont essayé de mettre au point des outils permettant de détecter une œuvre créée par une IA. Et en fait, ces travaux ont a priori été abandonnés parce que c'est une course sans fin. Et en fait, on n'arrive pas, ou très mal, à détecter ce qui est créé par une IA. De temps en temps, quand on compare en fait une œuvre créée par un être humain avec une œuvre ressemblante créée par une IA, notre œil commence à s'habituer et on commence à peu près à distinguer, mais c'est bien parce qu'on a mis l'œuvre créée par un humain et l'œuvre créée par une IA. Si on nous avait présenté l'œuvre créée par une IA en disant ça a été créé par un être humain, dans la très grande majorité des cas, et c'est tout le problème des fake news auxquels je vais arriver, dans la majorité des cas, on n'arriverait pas à distinguer. Donc, on va avoir un véritable problème de personnes qui vont se présenter comme autrices des œuvres, alors que sur le fond, elles n'ont pas de droit, mais d'un point de vue probatoire, on ne pourra pas apporter la preuve contraire. Donc, c'est pour ça que je crois vraiment qu'en matière d'IA, vu qu'il va y avoir énormément de questions techniques qui vont se poser, même quasiment plus que judiciaires, c'est des questions de preuve qui vont être au cœur de l'application du droit, plus que le fond qui ne posera pas véritablement de difficultés. Donc ça, c'était la partie vraiment que je voulais voir sur l'IA. Je vais un petit peu vite, j'espère que c'est clair. Et le deuxième point, donc je viens de vous parler en fait de personnes qui peuvent produire des contenus en se présentant à tort comme œuvre. Et donc ça m'amène, alors bon, désolé du coup, vous ne verrez pas la vidéo, mais c'est la vidéo que je pense que vous connaissez tous de toute façon de Barack Obama, qui est une fausse vidéo de Barack Obama où il dit à peu près tout et n'importe quoi. Et l'objectif est évidemment de sensibiliser aux fake news. Alors, qu'est-ce que l'on a en fait en termes de réglementation aujourd'hui des fake news? On va avoir une obligation de transparence. C'est-à-dire que, notamment, les influenceurs, les mannequins, lorsqu'ils ont recours, lorsqu'ils ont recours à un outil d'intelligence artificielle, ils vont être obligés de l'indiquer. Et en droit américain, on a tous les contenus en fait qui sont censés être fiables, qui sont issus de l'administration, vont avoir un label. Cette information est contrôlée et est fiable. Donc on a une approche qui à mon sens reste un petit peu légère. Et c'est là où peut-être que l'IA va prendre la démocratie à son propre jeu. C'est que le principe en démocratie, c'est la libre circulation des idées. Mais à aucun moment, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'émergence, enfin en tout cas le développement de l'IA, ou plutôt sa démocratisation, on n'a jamais pensé à des outils efficaces pour lutter contre les intox, contre les fausses nouvelles. Et là, on va certainement avoir un sujet. Tout ce que l'on a, vous voyez, c'est des petites choses. Pour les mannequins, mais c'est quasiment secondaire. Pour les influenceurs, mais ce n'est pas véritablement le cœur du sujet. Sur des véritables infos, des vrais sujets comme les élections européennes qui arrivent, la guerre en Ukraine, etc., force est de constater qu'on n'a pas grand-chose pour lutter contre les faux. Alors, la protection, elle va plutôt être en aval plus qu'en amont, et c'est toute la question de la lutte contre les fakes. Et là où on a une forme d'avantage en droit européen par rapport à d'autres droits, et je pense notamment au droit américain, c'est qu'en Europe, on protège particulièrement les droits à la personnalité, et je pense notamment aux droits à l'image et droits sur la voix. C'est là, en fait, où la vidéo de Barack Obama est assez parlante, c'est que Barack Obama, c'est évidemment pas lui, c'est une vidéo qui est recréée à partir de différentes vidéos, mais il est bien reconnaissable. Dès lors qu'il est reconnaissable, il a un droit à l'image sur cette vidéo qu'il peut opposer. Premier droit opposé. On a aussi un droit à la voix, dès lors que notre voix est reproduite ou recréée, peu importe, c'est pas grave, et qu'elle est reconnaissable, on va pouvoir agir sur ce fondement-là, on va pouvoir agir sur le fondement des droits à la personnalité. L'énorme problème auquel on va encore une fois être confronté en matière d'Internet, c'est que, oui, on va pouvoir agir devant un tribunal, même si on agit en référé, le temps judiciaire n'est pas le temps d'Internet. Et à partir du moment où vous mettez votre fake sur un réseau social, par définition, en quelques minutes, vous avez à peine le temps d'appeler votre avocat qu'en quelques minutes, ça a déjà été partagé. Et puis, une fois que ça a été partagé, vous n'avez plus vraiment de contrôle dessus. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas agir contre la personne qui est à l'origine du fake.
Mais forcément, on ne se présente pas non plus sur les meilleurs augures. C'est pas comme la belle époque de la presse il y a une centaine d'années où vous pouviez agir directement contre l'entreprise de presse. Donc vous avez une réponse judiciaire qui va être un petit peu trop lente. L'autre possibilité que vous avez, c'est aussi de demander à Google ou votre réseau social, peu importe, de désindexer le contenu ou de retirer le contenu. Et là, Google et tous les GAFAM ont une obligation d'agir rapidement pour retirer le contenu. Donc là, vous allez avoir éventuellement une façon de lutter contre le fake, mais il faut toujours que vous soyez proactif et a priori, ne vous attendez pas à ce que les GAFAM mènent une lutte acharnée. Pour l'instant, force est de constater que leur intervention contre les fakes est quand même assez limitée. Alors, je pense que je conclurai là-dessus parce qu'on avait convenu un quart d'heure de questions-réponses. Il y a une loi qui est entrée en vigueur en mars 2024 qui fait entrer en droit français certaines dispositions particulières, notamment pour lutter contre les deepfakes. Et notamment un des sujets, parce que je ne suis pas convaincu que le texte avait besoin d'être revu, mais au moins aujourd'hui, il n'y a plus de difficulté. Parce que, a priori, la très grande majorité des fakes sont des fakes en fait, à caractère sexuel et pornographique, et c'est très souvent, soit c'est du chantage, soit c'est de la revanche, enfin de la vengeance, pardon, etc. Et donc, depuis, je pense qu'on avait déjà des dispositions dans le code pénal qui permettaient de lutter contre ces montages, tout simplement parce qu'à partir du moment où on avait une personne qui était reconnaissable, présentée dans un contexte, peu importe, et notamment pornographique, on avait déjà ce qu'il fallait. Mais là, depuis mars, il n'y a plus aucun doute, même quand vous créez une image par une intelligence artificielle d'une personne dans un contexte pornographique, vous allez pouvoir agir contre la personne qui a créé ce fake. Donc c'est toujours un petit peu triste parce qu'on a l'impression qu'en ligne, notamment ce qui fait avancer le droit à la technique, c'est la lutte contre les contenus pornographiques. C'est quand même un petit peu triste parce que je ne crois pas que c'était ce qu'avaient en tête les pères fondateurs de l'Internet. Mais si je devais résumer, on n'est certainement pas dans un contexte de vide juridique. Et je crois que c'est important à garder à l'esprit. Il n'y a jamais de vide juridique, il y a simplement des espaces dans lesquels le législateur décide de ne pas intervenir ou éventuellement tarde à intervenir. Mais vous avez des droits qui sont limités sur l'objet lui-même de l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas de droit sur les créations de votre intelligence artificielle, et ce qui, à mon avis, est une énorme erreur, parce que de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, d'ailleurs c'est la patrie du droit d'auteur, c'est là que le droit d'auteur est né, ils ont peut-être compris comment ça fonctionne, vous avez un droit qui est limité, ce n'est pas du droit d'auteur, mais vous avez un droit pendant 20 ans, il me semble, sur les créations de votre intelligence artificielle. Ce qui m'amène quand même à me poser la question de notre stratégie en matière de développement de l'IA, parce que si j'avais 500 000 euros ou plus à investir dans l'IA, si j'avais le choix entre les investir en France où le fruit de mon IA n'est pas protégé par le droit d'auteur, ou au Royaume-Uni où le fruit de mon IA est protégé par une sorte de droit d'auteur, je pense que j'irais du côté britannique où je sais que j'aurai un retour plus facile sur investissement. Donc je pense qu'on a une réforme en tout cas à mener de l'IA pour inciter à la création. Je pense que si Paris ne s'en sort pas si mal que ça, on est à la traîne par rapport aux États-Unis. Et en tout état de cause, il y a une vraie réflexion, mais qui n'est pas juste limitée à l'IA, qui est plus globale. Il y a une vraie réflexion à mener sur la question des fakes en ligne. Et on voit qu'en fait, on est entré depuis quelques années dans une vraie guerre de l'information, et que c'est peut-être par là, en fin de compte, qu'on va gagner ou perdre des élections et faire basculer peut-être même dès le week-end prochain l'avenir de l'Europe. Et là, il y a un véritable sujet. Pour l'instant, le législateur n'apporte que des décisions très, très ponctuelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Michael. Donc, on va prendre un temps d'échange. Si vous avez des questions, Michael est là pour y répondre. Je vois dans la conversation Nicolas Zante qui a posé une question au cours de ce webinaire. C'est donc un droit qui est automatiquement donné suite à un effort financier ou technique. Il me semble que c'est sur le sujet de la base de données. Nicolas, si tu es avec nous, est-ce que tu peux clarifier tes propos? Bon.
je pense qu'il n'est Et en plus tout cas, avec mais nous, mais peut-être que Michael, si tu vois à peu près sur quoi porter la question. c'est exactement ça, Nicolas. En tout cas, le droit sui generis des bases de données, c'est le cœur du sujet. On a une protection uniquement. On a une protection uniquement si on fournit des efforts donc financiers, humains ou techniques qui sont substantiels, donc qui sont importants. Effectivement, la protection est donnée automatiquement. Il n'en reste pas moins qu'il faut toujours se garder la preuve que l'on a fourni des efforts qui sont financiers, techniques ou humains importants. Ça peut être des lignes financières si on a acheté certaines choses, payé certaines choses. Ça peut être la preuve que des salariés ont passé un certain temps sur le développement, etc. Mais sinon, le droit est octroyé automatiquement, comme de manière générale, tous les droits d'auteur. Il n'y a pas besoin d'enregistrement, il n'y a pas besoin de formalité pour obtenir ce droit. Merci, Michael. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une petite. Moi, c'est par rapport à la réglementation européenne sur l'IA. Est-ce que celle-ci va avoir une influence sur le droit de la propriété intellectuelle ou c'est vraiment en fait chaque pays qui a sa propre législation à ce sujet? Alors, le droit de la propriété intellectuelle est vraiment européanisé et on commence à plus avoir beaucoup de marge de manœuvre indépendante dans chaque État. Après la dernière réglementation en matière d'IA, au bout du compte, a assez peu d'incidence en fait, en matière de droit d'auteur. Donc, par exemple, il n'y a pas de création d'un droit nouveau, ce qui est un petit peu, à mon avis, un petit peu dommage. Il y a certaines, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'obligation pour les influenceurs d'indiquer que leur création a été créée par un service d'intelligence artificielle. Une des seules dispositions du règlement sur l'IA qui concerne le droit d'auteur prévoit qu'il y a une exception au principe que je viens d'indiquer, le principe de transparence pour les auteurs, c'est-à-dire que si je suis un artiste, un auteur et que j'ai créé grâce à une IA, je ne suis pas toujours obligé de le dire, et si je le dis, il ne faut pas que ça empêche une prise connaissance raisonnable de l'œuvre. Donc, en fait, on a assez peu, parce que c'était, je ne crois, pas l'objectif du législateur dans les règlements IA. L'objectif, c'était de proposer un modèle européen de l'IA en réfléchissant en termes de risques, mais pas en tant que tel de créer de nouveaux droits sur les créations d'IA. À mon avis, c'est un peu regrettable. Je pense que le législateur aurait pu aller un petit peu au-delà. Mais peut-être qu'il le fera dans un second temps, et ce sera peut-être même plus la place adéquate. Peut-être une autre directive sur les créations de l'IA avec des raisonnements relevant plus du droit à la propriété intellectuelle qu'autre chose. Je pense que ce n'était pas vu comme le bon médium pour le législateur. Ok, merci. Oui. Ok. J'ai une dernière question. Par exemple, je suis une graphiste et je m'appuie sur l'intelligence artificielle pour générer un logo. Est-ce que je peux par la suite du coup faire valoir un droit sur ce logo ou pas du tout? C'est à quel moment en fait on peut du coup avoir une œuvre protégée Alors, en qui fait, est générée. Oui. sujet en deux temps. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que le logo, c'est une co-création IA et toi, si j'ai bien C'est compris. ça. Donc, en fait, ce qui va, en toute rigueur, ce qui est créé par l'IA, il n'y a aucun droit dessus. Après, tous tes ajouts originaux ou tes modifications qui seraient originales sur le logo, tu aurais un droit d'auteur dessus. Donc, ce qui ferait en fait un logo avec une partie sans droit d'auteur et une partie avec un peu de droit d'auteur. Ça, c'est le principe. Ensuite, quand tu vas vendre le logo, il suffit que tu ne dises pas que c'est co-créé par l'IA, mais que tu te présentes, c'est l'article dont je parlais tout à l'heure, mais que tu te présentes comme autrice du logo. Le logo qui est une œuvre est divulgué sous ton nom, donc tu es présumé être l'autrice du logo. Ce qui fait que, et ça revient en fait à un vrai problème probatoire, ce qui fait que lorsque tu vends le logo que tu as co-créé ou qu'une IA a créé toute seule,
si tu le divulgues sous ton nom, le logo est présumé avoir été créé par tes soins. Donc, tu es présumé être l'autrice du logo. Ce qui fait que ton client, s'il voulait dire « oui, mais là, ce n'est pas le travail que j'ai eu, s'il voulait remettre en cause le contrat, il faudrait qu'il apporte la preuve ». Et là, c'est compliqué, que tout ou partie du logo a été créé par une IA, donc que tu es l'autrice. Compliqué, il va falloir faire une expertise, enfin, on parle dans des choses qui sont compliquées, et c'est même pas sûr que l'expert arrive à apporter la preuve que le logo a été créé par une IA. Vraiment, c'est de plus en plus compliqué. Donc, si tu veux, en termes de principe, tu as des droits d'auteur sur une toute petite partie du logo, ce qui n'a pas été créé par l'IA. Mais dans la vraie vie, vu qu'en général, on se présente comme auteur ou autrice de toute l'œuvre, incluant la partie créée par une IA, on est présumé être l'auteur du logo ou de l'œuvre de manière générale. Donc, tu pourrais te présenter comme autrice du logo. Peut-être que Une question. si avec une IA, on arrive à recréer le même logo, ça tendrait à prouver que le logo est bien été fait par l'IA et pas par la personne qui se présente comme l'auteur. Alors oui, mais a priori, il y a quand même, à chaque fois qu'on réinterroge l'IA, il y a des petites variations qui sont apportées. Donc de ce que je comprends, en tout cas les IA les plus avancées, de ce que je comprends, il y a toujours des petites variations. L'IA ne reproduit jamais 2 fois la même chose. On a Oui, bonjour, j'ai une question. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, dans le cas François, d'un... tu peux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Dans le cas d'un logo qui a été créé ou co-créé avec une IA, donc la personne qui le diffuse à présomption acquiert une présomption de droit d'auteur, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et est-ce que cette personne peut déposer le graphisme en dessin ou modèle auprès de l'INPI? Ça peut s'envisager. Ça peut tout à fait s'envisager. Encore une fois, ça va être une question de preuve, donc oui, ça peut s'envisager. D'accord. Merci. Ah oui, on va avoir de vrais sujets là, de vrais sujets probatoires dans les mois et les années à venir. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon, désolé. Non, j'allais poser exactement la même chose que toi. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez toujours mon partage d'écran avec le contact de Mickaël Le Borloche, si vous voulez prendre contact avec lui pour avoir davantage de renseignements sur la protection de vos innovations, notamment. Vous pouvez aussi du coup nous suivre sur LinkedIn. Vous pourrez trouver Dynamo sur LinkedIn et donc avoir accès, être informé des prochains webinaires sur des sujets en lien avec les nouvelles technologies. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Le replay sera bientôt disponible, on vous le partagera. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci, Mickaël. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.